Histoire ennuyeuse pour s'endormir. Les aventures paresseuses d'Héraclès entre ses travaux. Salut tout le monde. Ce soir, nous retournons à une époque de sandales poussiéreuses, de musique de lyre portée par la brise, et d'un héros dont la plus grande force peut être était sa passion pour la procrastination. Tu es Héraclès. Oui, ce Héraclès-là. Tu viens juste d'achever ton premier travail, terrasser le lion de Némée. Tu devrais être en route vers Eurysthée avec la peau du lion, être en train de polir ta massue ou de composer un poème épique sur ton héroïsme. Mais au lieu de ça, tu traînes ton corps fatigué à travers les collines du Péloponnèse, à la recherche d'une pierre plate, d'une figue et, de préférence, d'une très longue sieste. Alors, avant de t'installer confortablement, prends un instant pour aimer la vidéo et t'abonner. Mais seulement si tu apprécies vraiment ce que je fais ici. Dis-moi d'où tu écoutes et quelle heure il est chez toi. Maintenant, tamise la lumière, allume peu, être un ventilateur pour ce doux bourdonnement de fond, et glissons ensemble dans le voyage de ce soir. Tu avances péniblement à travers des oliveraies sauvages, la peau du lion lourde sur ton dos, et tu t'installes dans une cabane de berger abandonnée qui sent vaguement la chèvre et la victoire. Le sol est couvert de paille, le toit est en grande partie intact, et tu es trop fatigué pour te soucier s'il s'effondre pendant ton sommeil. Tu lances la peau sur une dalle de pierre plate et t'effondres face contre terre, ronflant à la vitesse de l'éclair. 2 jours passent. Être 3. Difficile à dire. Le soleil se lève et se couche comme une musique d'ambiance paresseuse. Tu trouves une réserve d'olives marinées dans des pots en argile, probablement oubliées par un berger mort ou parti à Athènes pour devenir poète. Tu les manges à pleine poignée. Elles sont intensément salées, tellement que ta langue s'engourdit, ce qui est en réalité plutôt agréable après des jours à mâcher de la viande de chèvre crue et des tendons de lion. Les habitants commencent à murmurer. Le tueur de lions dort ici. Un garçon t'apporte du pain frais. Une fille t'offre du vin de figue en échange du récit de l'histoire du lion, surtout la partie où tu l'as étranglé à main nue. Tu exagères un peu, ajoutant un coup de tonnerre, et être 1 ou 2 aigles fondant du ciel. Elle applaudit. Tu bâilles. Un pied dans le mythe, l'autre toujours enfoui dans la paille. Et puis, il y a le hamac. Tu attaches la peau du lion entre 2 oliviers devant la cabane, essayant de la faire sécher. Mais un après-midi, tu montes dedans pour tester la solidité des nœuds et tu t'endors aussitôt pour 14 heures. C'est, décides-tu, le futur. De la corde entre 2 arbres. Un doux balancement, une brise parfumée à l'olive, le tout premier proto-hamac de l'Antiquité. Les historiens débattent encore pour savoir si Héraclès a vraiment inventé le mobilier de loisir. Mais des fragments de poterie de la région montrent des formes étrangement en forme d'écharpe. Coïncidence ? N'oublions pas un fait bien connu, glisser dans ta tunique. Après chaque travail, Héraclès était censé se présenter directement à Eurysthée, le roi qui les avait assignés. Mais te voilà, en train d'inventer la culture de la sieste parfumée à l'olive. D'après les récits, Eurysthée se cachait dans une immense jarre à vin à chaque fois que tu revenais, alors être qu'il est content de ce retard. Un soir, tu entends des villageois parler d'un marchand itinérant qui vend de l'huile de peau de lion contre la calvitie. Tu songes brièvement à des accords de licence, mais tu es trop somnole pour t'en soucier. À la place, tu grattes des spirales paresseuses sur un bâton de bois flotté et tu fredonnes une de ces mélodies vagues, sans ton, que les héros murmurent quand il n'y a plus rien à fracasser. Un philosophe errant passe, demandant si tu connais le paradoxe d'Achille et de la tortue. Tu lui offres une olive, il accepte. Ensemble, vous vous asseyez en silence pendant 3 jours, prouvant qu'aucun de vous ne pourrait dépasser une tortue de toute façon. Une anecdote obscure s'ajoute au récit. Certains disent qu'Héraclès a un jour essayé d'entraîner un chien à lui apporter du raisin. Le chien a refusé. Héraclès l'a appelé la première trahison et a écrit un haïku court et furieux sur la paroi d'une grotte. Le poème est perdu, mais des pierres locales portent des griffures peu profondes et ce qui pourrait être les mots pattes stupides en écriture dorienne ancienne. Finalement, une légère culpabilité s'installe. Pas pour avoir retardé tes travaux, mais pour avoir fini les olives marinées. Tu envisages de reprendre ton voyage. Être demain ou après-demain. Les étoiles tourbillonnent au-dessus, plus brillantes que dans ton souvenir. Une brise nocturne agite les arbres. Tu t'allonges dans ton hamac, la peau du lion comme couverture rugueuse et chaude sur ta poitrine, et tu penses, être que ça suffit. Pour l'instant, tu quittes enfin les oliviers, plus ou moins. Tu dis aux villageois que tu passes à autre chose, ce qui sonne héroïque, mais en réalité, tu ne fais que traverser 2 vallées juste assez loin pour que tes admirateurs ne puissent plus te retrouver avec du pain gratuit.
C'est ici, dans les plis verdoyants des Lides, que ta légende paresseuse prend un nouveau détour inattendu. Tu es censé traquer le sanglier d'Érimante, une bête féroce, des défenses grandes comme des rames, réputée pour souffler de la vapeur et mâcher des chênes. Mais soyons honnêtes, tu as déjà vécu pas mal de choses. Étrangler un lion, inventer le hamac, t'empoisonner aux olives. Alors au lieu d'escalader des montagnes, tu dérives dans une vallée remplie de vapeur et trébuches littéralement sur une source chaude naturelle. Ça sent vaguement le soufre et l'indifférence divine. Tu retires la peau du lion, glisses tes muscles endoloris dans l'eau chaude et expires un son qui pourrait être de la satisfaction ou un mal de dos antique. Tu décides de rester pour des raisons thérapeutiques. Les jours s'étirent en semaines. Très vite, une petite foule se forme. Des philosophes âgés au nez qui coule, de jeunes athlètes faisant semblant d'être blessés. Un homme affirme être la réincarnation d'une truite et te demande si tu as déjà frappé un poisson. Tu hoches la tête gravement. Tu l'as fait. C'est une longue histoire impliquant Poséidon, une anguille et un malentendu en mer. Un fait historique avéré. Élide fut le berceau des premières formes des Jeux Olympiques. Ce n'étaient pas seulement des compétitions sportives, c'était des festivals de paix, de rituels et surtout de longues pauses entre les efforts. Tu synchronises tes séances de bain avec les jours de repos, puis tu fais un discours flou sur les cycles de récupération héroïque qui, étonnamment, te vaut des applaudissements. Désormais, tu as une réputation non seulement de grand guerrier, mais aussi de sorte de gourou du bien, être. Les gens prennent ton silence pour de la sagesse, pas de la paresse. Tu joues le jeu. Quelqu'un te tend une pâte de figue fermentée dans un bol en terre cuite. Ça a le goût du regret et du miel. Tu hoches la tête avec gravité et déclares que c'est le carburant des demi-dieux. L'expression fait le tour. À un moment, un groupe de Spartiates veut s'entraîner avec toi, disant que c'est une partie de leur formation. Tu acceptes à condition qu'ils te retrouvent à l'aube, puis tu ne te présentes pas. Les historiens débattent encore pour savoir s'il s'agissait d'un affront tactique ou simplement d'une sieste extrêmement profonde. Les Spartiates repartent à la fois confus et inspirés. L'un d'eux écrit un parchemin intitulé « La discipline de l'absence ». Tu passes des heures à observer les oiseaux, pas dans un esprit mystique de lecture des présages, juste à les regarder. Tu en nommes un Grégoire et prétends qu'il t'informe de l'emplacement du sanglier. Chaque soir, tu remercies solennellement Grégoire pour ses services. Il ne t'apporte rien d'autre que de la poussière de plumes et des cris suspects. Une anecdote marginale circule. La légende raconte qu'Héraclès aurait organisé un concours pour voir qui pourrait rester le plus longtemps dans le bain. Le prix était une figue sculptée et l'épreuve dura 6 jours. Personne ne se souvient du vainqueur. La figue, moisie et vénérée, fut enterrée avec les honneurs. Un jour, tu inscris ton nom dans l'argile humide près de la source. Pas pour la gloire, juste pour prouver que tu es passé par là. Des années plus tard, des voyageurs le découvriront et bâtiront un petit sanctuaire, croyant à une présence divine. Des pèlerins laisseront des offrandes, des sandales, de vieilles olives, une pelote de laine vaguement en forme de lion. Rien de très flatteur, mais ça sent bon. Puis vient le jour où tu songes presque à reprendre tes travaux. Tu entends une rumeur. Eurysthée aurait envoyé des éclaireurs, agacé par ton retard. Tu paniques pendant 10 minutes, puis tu te rappelles qu'il a peur de toi. Malgré tout, tu improvises un plan à moitié convaincant, une fausse empreinte de sanglier taillée dans la pierre, une reconstitution théâtrale de la chasse avec des acteurs locaux et une proclamation retentissante. La bête est vaincue. Le public applaudit. Tu salues en peignoir de bain. Tu penses à partir pour de bon, peut être vers le nord. Mais tes jambes sont lourdes et ton bain est à la température parfaite. Et puis, qui peut dire que ça ne fait pas partie du travail ? Préparation spirituelle, réinitialisation émotionnelle, le voyage intérieur d'un héros enveloppé de vapeur. Le brouillard du soir s'installe. Tu le regardes tournoyer autour de tes pieds. Quelqu'un commence à jouer de la flûte, non loin, très mal. Tu ne l'arrêtes pas. La musique est horrible, mais étrangement apaisante. Tu fermes les yeux et imagines le sanglier soufflant quelque part au loin, aussi peu motivé à être attrapé que toi à l'attraper. Ta peau de lion est suspendue à une branche de cèdre à proximité, séchant de nouveau. Sa crinière sent vaguement les sources chaudes et la pâte de figue. Tu l'enroules autour de tes épaules comme une serviette de bain, lèves une coupe en bois vers Grégoire l'oiseau et déclare la mission du jour accomplie. Le soleil glisse derrière les collines, l'air chaud devient frais. Tu expires lentement, un demi-sourire aux lèvres. Ce soir, le monde n'a pas besoin d'être sauvé, juste observé et trempé. Et, si possible, un deuxième bol de pâte de figue. 1 mois plus tard, peut être 2, tu quittes enfin l'Élide, sans grande urgence.
La source chaude s'est refroidie, la pâte de figue a commencé à fermenter un peu trop, et le philosophe qui prétendait être une truite insiste, maintenant qu'il est en réalité un radis. Tu prends cela comme un signe qu'il est temps de partir. Tu erres vers le nord-est, en direction d'Athènes, la ville des penseurs, des sculpteurs et d'un nombre étonnamment élevé de débats publics sur ce qui constitue un vrai métier. Tu arrives pieds nus, ta peau de lion traînant derrière toi comme un tapis rouge en désordre. Personne ne t'accueille en fanfare, mais un gamin des rues t'offre un raisin tiède en échange d'un biceps contracté. Cela semble équitable. Le plan, si l'on peut appeler ça un plan, est de te reposer ici brièvement avant de reprendre tes travaux. Mais brièvement devient un changement de carrière accidentel lorsque tu passes devant une école de poterie et entends quelqu'un crier « Nous avons besoin de mains plus fortes sur le tour ». Naturellement, tu penses qu'il s'agit de force physique, alors tu entres et proposes ton aide. En réalité, il parlait de technique. Il te laisse quand même rester. Tu passes ta première semaine à apprendre à centrer l'argile, ce qui est bien plus humiliant que de tuer un lion. Le tour tourne, l'argile vacille, et tes pouces inventent des formes que personne, pas même les dieux, n'avait imaginées. Ton premier bol ressemble à un chapeau piétiné. Ta deuxième pièce explose dans le four. Le professeur dit « Et si tu balayais aujourd'hui ?» Tu hoches la tête solennellement et balayes avec une dignité héroïque. Un fait historique que tu peux savourer pendant cette crise de poterie. Dans l'Athènes antique, la poterie n'était pas seulement pratique, elle était un symbole de prestige. Amphores, cratères, kylix, tous ces élégants récipients peints étaient des symboles de statut, souvent remis aux vainqueurs des jeux athlétiques ou exposés dans les foyers aisés. Et toi, tu es là, couvert d'argile, essayant de sculpter quelque chose qui ressemble vaguement à une tasse pendant qu'une chèvre mange ta sandale. Mais tu n'es pas seul dans ta lutte. Le cours comprend un adolescent aristocrate qui affirme que ces cratères reflètent son âme, une femme qui façonne des vases parfaits en fredonnant des complaintes, et un homme nommé Oreste qui dit avoir été transformé en éponge par Apollon. Tu ne poses pas de questions. Tu continues simplement à faire tourner le tour. Les jours passent. Peut être des semaines. Tu es invité à un symposium organisé par un artiste prétentieux nommé Thalès, qui porte des sandales sculptées dans du marbre. Il insiste pour discuter de la texture métaphysique de la vérité, tout en servant du poisson qui sent encore la mer. Tu hoches principalement la tête et glisses des olives dans ta bourse. Un débat académique ouvert te prend en plein déjeuner. Les historiens se demandent encore si Héraclès a vraiment abandonné ses travaux pour l'expression artistique ou si ce n'était qu'une quête secondaire exceptionnellement longue. Quelques inscriptions effacées mentionnent un lanceur d'argile en peau de lion à cette époque, mais on ne sait pas si cela te désigne toi ou une mascotte de poterie très enthousiaste. Un après-midi, tu sculptes un petit lion en argile, lui ajoutes des muscles exagérément gros et le présentes comme un autoportrait en miniature. Il se fissure au soleil. Tu te sens compris. Tu te promènes longuement dans l'agora, discutant avec des marchands, testant des grenades, observant des enfants courir après des oies entre les colonnes. Tu racontes des histoires certaines vraies, la plupart non. Les gens rien, certains demandent des conseils. Une vieille femme insiste pour que tu bénisses son vase avant la cuisson. Tu presses ton pouce dans l'argile encore molle. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est déjà ça. La chèvre d'ailleurs te suit partout désormais. Tu l'appelles Argos II, même si Argos Ier est un chien. La chèvre mange des parchemins, encorne des statues, et est même entrée une fois dans l'acropole pendant une procession religieuse. Tu évites de justesse l'exil en récitant une prière improvisée et en déclarant la chèvre un présage divin de l'imperfection artisanale. Les gens applaudissent. Tu t'inclines. Un détail marginal émerge de ce détour couvert d'argile. Certains récits obscurs affirment qu'Héraclès organisa la première exposition d'art accidentel d'Athènes. Des dizaines de pots difformes bordaient une petite cour, étiquetée avec des noms comme « Courage dans l'effondrement » et « Anse indomptée Neugra IV ». Est-ce vrai, ou le délire d'un potier ivre de fumée de four? Le mystère demeure. Tu commences à penser au départ. Pas par devoir, mais parce que ton dos te fait mal à force de tourner le tour et que tu as mangé trop de pain à la figue. Tu emballes quelques bols fissurés, jettes à nouveau la peau de lion sur ton épaule et caresses doucement la tête d'Argos II. Il bêle comme pour dire « Ne reviens pas ». Tu quittes la ville avec une cruche à moitié finie dans ta besace, sans savoir si c'est de l'art ou des déchets. Mais dans ton esprit, c'est les deux. La route est douce sous tes pieds, le ciel peint de pêche en fin d'après-midi. Tu ne sais pas exactement où tu vas, mais tu n'es pas pressé. Tu fredonnes cette même mélodie sans ton que tu chantais autrefois, de l'argile encore sous les ongles, de la fourrure de lion collée au bras et un vague sourire au coin des lèvres. Tu erres pendant plusieurs jours sans réel objectif. La route se plie doucement sous tes pieds calleux et les collines ondulent comme des vagues à moitié endormies. Quelque part au loin, quelqu'un court après une poule. Ce n'est pas ton affaire.
Tu es en mission d'un autre genre désormais, une mission sans monstres, sans échéance et sans personne hurlant « Héraclès, reviens ici » depuis un balcon de palais. Tu t'arrêtes devant un petit village niché dans les collines de l'Arcadie, pas parce qu'on t'y attend, on ne t'attend jamais, mais parce que les marches en pierre semblent chaudes au soleil et que le boulanger a laissé un plateau de pain plat au sésame sans surveillance. Tu t'en sers un morceau et t'assieds. Personne ne t'en empêche. Le bruit s'est répandu pourtant. Désormais, les histoires du rêveur en peau de lion flottent dans la campagne. On dit que tu es devenu une sorte de divinité mineure officieuse, non pas de la guerre, ni de la force, mais de la sieste. Le patron des matins lents, des déjeuners oubliés, et de ceux qui laissent le soleil finir sa phrase. Et tu joues le rôle. Au début, c'est une blague. Tu construis une sorte de stand de fortune avec des caisses de figues et des sacs d'olives, et tu accroches une petite pancarte en bois, « Bénédiction du repos ». Un drachme ou une tranche de fromage. Mais les gens viennent, et pas seulement par curiosité. Un vieux fermier demande une bénédiction pour un sommeil ininterrompu. Une mère de jumeaux supplie pour 10 minutes de silence. Un soldat tout juste rentré de Thrace laisse tomber sa lance et pleure sur le banc à côté de toi. Tu dis très peu. Le plus souvent, tu leur tends un fruit et tu les laisses parler ou ne pas parler. Un homme s'endort à mi-phrase, la tête sur ton épaule. Tu ne bouges pas. Ta peau de lion devient une couverture lestée pour les gens. Ils la déclarent sacrée. Toi, tu la trouves rêche. Elle sent pourtant les olives et l'histoire. Un fait historique reconnu s'insinue dans ce nouveau chapitre étrange. Dans certaines régions rurales de la Grèce, il était courant d'ériger de petits hôtels au bord des routes non seulement pour les dieux, mais aussi pour les héros, les ancêtres, ou même des esprits anonymes de la terre. Il semble que tu sois désormais l'un d'eux. Quelqu'un dépose un bol d'amandes en argile. Un autre grave ton nom dans un tronc de pin. Tu essaies de corriger l'orthographe, en vain. Un détail marginal surgit de la poussière de ce nouveau temple du sommeil. Il existe une chanson de village chantée par les enfants pendant les récoltes sur un héros qui combattait l'obscurité en ronflant. Elle n'a qu'un seul couplet, répété à l'infini. Personne ne se souvient du reste, mais ils la chantent quand même, autour des feux, dans les petits lits, sous des couvertures de laine rêche. Un après-midi, une oracle passe par là. Elle est aveugle d'un œil et affirme t'avoir vu en vision allongée sur les marches d'un temple, une figue dans chaque main. Tu lui offres un siège. Elle ne dit rien pendant des heures, puis murmure. Tu fais plus que la plupart des prêtres. Tu hoches la tête, sans savoir si tu dois te sentir flatté ou inquiet. La chèvre revient. Argos 2. Tu ne l'as jamais appelée, mais la voilà, mâchant ton panneau d'autel et évitant ton regard. Elle reste assise à côté de toi pendant 3 jours, puis s'en va à nouveau. Certains disent que c'est ton familier désormais. D'autres disent que c'est juste une chèvre très tenace. La nuit, tu dors sous les étoiles, parfois seul, parfois à côté d'autres trop fatigués pour continuer à marcher. Tu rêves de vagues, de lions, de tours d'argile qui ne se centrent jamais. Et le matin, tu te lèves sans te presser. Les historiens débattent encore pour savoir si ce fut ta plus grande contribution, non pas les travaux, ni les batailles, mais le message silencieux que même les héros se fatiguent. Que parfois, la véritable force, c'est de savoir quand s'arrêter. Tes muscles s'adoucissent, ta légende, paradoxalement, grandit. Des enfants te laissent des dessins de lions aux yeux endormis. Des anciens murmurent des prières pour les douleurs articulaires et les mauvais rêves. Tu n'offres aucune solution, seulement ta présence. Peu à peu, les jours raccourcissent. Les figues mûrissent, puis pourrissent. Les pèlerins continuent d'arriver, certains avec du pain, d'autres avec du chagrin. Tous ont besoin de repos. Et toi, contre toute attente, tu as toujours un peu plus à donner. La peau de lion pâlit. La route devient plus silencieuse. Mais la marche de pierre reste chaude. Et la brise porte encore l'odeur du bois d'olivier et de quelque chose d'autre, quelque chose comme la paix. La nuit est tombée autour de toi, désormais. Le feu s'éteint. Même les grillons deviennent somnolents. Tu t'allonges plus Héraclès, plus vraiment quelqu'un, juste un souffle doux dans le silence ancien, entouré d'histoires qui murmurent plus qu'elles ne rugissent. Les étoiles brillent doucement au-dessus, non comme des signes ou des présages, mais simplement comme de vieux amis dans le ciel, clignant lentement leur approbation endormie. La peau de lion, rêche et familière, repose sur tes genoux. Les figuiers ondulent non loin, leurs feuilles bruissant au rythme des dieux oubliés et des rêves encore vivants. Tu as beaucoup erré, pas toujours en avant, pas toujours courageux, mais toujours humain. Et peut être que cela suffit. Peut être que les plus grands mythes sont ceux qui s'arrêtent pour une tasse de thé ou s'assoient tranquillement sur des marches en pierre, bénissant les fatigués sans miracle juste avec présence, silence et le simple courage de fermer les yeux. Tes membres sont lourds à présent.
Non pas de combat, mais de douceur, de lâcher prise. Laisse la route attendre, laisse le sanglier attendre. Que le monde continue de tourner sans tes pas, juste encore un peu. Il n'y a pas de leçon ce soir, pas de quête finale, seulement l'écho d'une figue tombant doucement dans la poussière. Et ta respiration régulière maintenant, plus lente. Car parfois, même les héros ont besoin de repos. Et ce soir, toi aussi. Dors bien, rêve doucement, et je te retrouverai dans la prochaine histoire.